pense qu'on va reprendre. Bonjour à tous. Encore une fois, merci au comité d'organisation de nous avoir donné cette belle occasion de nous réunir. Je remercie notamment mes amis Mejd Beji et Lassad Farfer pour cette belle organisation. Et comme on a un peu de retard, on va démarrer tout de suite cette séance réservée à l'oncologie thoracique. Et j'ai le plaisir d'appeler Madame amie professeur Fernish Soraya, qui va nous parler de l'immunothérapie de première intention dans les cancers bronchiques non à petites cellules métastatiques. À toi la parole, Soraya. Merci. Merci, on va continuer de parler d'immunothérapie, mais cette fois-ci, on va plutôt parler d'immunothérapie anticancéreuse, et en particulier dans le cancer bronchique non à petites cellules. Et ça sous-entend essentiellement métastatique. Je ne parlerai pas, bien sûr, des stades précoces. On verra peut-être tout à l'heure avec professeur Hamoud Aboussen. Donc, il faut savoir que, en fait, l'immunothérapie, elle a complètement bouleversé le paradigme de prise en charge des cancers bronchiques non à petites cellules ces dernières années. Mais en pratique clinique actuellement, c'est essentiellement les inhibiteurs des points de contrôle qui, bien sûr, entrent dans les indications de traitement. Alors, c'est quoi ces inhibiteurs de points de contrôle? On va regarder d'un peu plus près ce schéma, on va passer très très vite. Donc, je vous invite à regarder tout d'abord à gauche où la phase d'initiation, donc c'est essentiellement donc, la sensibilisation du lymphocyte T par la cellule dendritique. Et ce lymphocyte T sensibilisé, à son retour donc, au niveau du site tumoral, il va essayer donc, de détruire la cellule tumorale, mais bien sûr, vous avez ici donc, aussi bien le récepteur donc, exprimé au niveau du lymphocyte T, qui va essayer d'être neutralisé par son ligand exprimé par les cellules tumorales, qui est le PDL1. Et donc le fait d'avoir cette liaison, c'est une régulation négative, donc ça va empêcher la cellule, le lymphocyte T de justement lyser cette cellule tumorale. Donc d'où l'idée justement de maintenir donc, ce récepteur libre en associant un anticorps qui peut être aussi bien un anticorps dirigé vers le PD1 qu'un anticorps dirigé vers son ligand anti-PDL1. Mais également, je reprendrai un tout petit peu donc, le schéma de gauche pour vous parler un tout petit peu de ce qui se passe au niveau de la phase d'initiation où on peut également bloquer le CTLA4 par un anticorps anti-CTLA4 et vous allez voir tout à l'heure que ça peut aussi être utile dans certains cas. Alors, de quoi disposons-nous aujourd'hui comme inhibiteurs de points de contrôle? Il y a bien sûr des anti-PD1, nivolumab et pembrolizumab qui sont peut-être déjà très bien connus et testés. On a aussi le cemiplimab. On a aussi des anti-PDL1 dans l'indication du cancer bronchique non à petites cellules, l'atezo et le durvalumab. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut aussi avoir recours dans certains cas à des anti-CTLA4. Alors, on m'a demandé de parler essentiellement de première intention, mais il faut savoir que ce qui est indiqué aujourd'hui, bien sûr, en première ligne, ça s'est basé essentiellement sur les résultats constatés en deuxième ligne. Et là, je vous rapporte donc les résultats des principaux essais cliniques. Vous avez ici le checkmate 0,17 et 0,57, c'est-à-dire pour l'épidermoïde et pour le non-épidermoïde, en deuxième ligne, avec le nivolumab. Vous avez aussi l'essai Keynote avec le pembrolizumab et l'essai avec l'atezolizumab, tous en deuxième ligne, ont été testés vis-à-vis de la molécule de référence qui était le docétaxel. Et vous voyez que dans tous les cas, dans tous ces essais, on a une supériorité de l'immunothérapie, de la molécule d'immunothérapie par rapport à la chimiothérapie de deuxième ligne. Alors, ce qu'on a appris aussi en faisant ces essais de deuxième ligne, qui vont nous servir par la suite pour un peu poser les indications de la première ligne, c'est que plus le taux de PDL1 est élevé, donc vous avez ici l'essai avec le nivolumab, avec des taux supérieurs à 1%, puis à supérieurs à 5% et enfin supérieurs à 10%, et plus donc les résultats sont importants et supérieurs à la molécule de deuxième génération, le docétaxel.
Ceci est vrai pour le nivolumab, mais il est aussi pour l'atezolizumab. Et dans ce cas-là, on a aussi donc des taux de réponse qui sont intéressants et supérieurs donc, à la chimiothérapie pour des cancers exprimant un taux de PDL1 supérieur à 1%. Ils sont d'autant plus importants que ce marqueur est exprimé à des taux supérieurs à 50%. Mais ce qui est aussi intéressant à noter, c'est que même pour les tumeurs qui n'expriment pas, donc qui sont négatifs, avec un taux faible inférieur à 1%, eh ben, on a la possibilité d'avoir une réponse meilleure qu'avec la chimiothérapie. Ce qui nous a également, doit nous alerter aussi en deuxième ligne, et qui probablement va être à l'origine de quelques indications en première ligne, c'est que pour certains malades, eh ben, vous voyez que tout à fait au début, eh ben, l'immunothérapie n'est pas efficace, n'est pas aussi efficace, et que les malades sous chimiothérapie ont de meilleurs résultats que ceux recevant une immunothérapie. Donc, probablement au début, il y a des malades qui sont hyper progresseurs et qui ne vont pas répondre tout de suite à l'immunothérapie. Donc, sur la base de tout cela, le raisonnement qu'on doit avoir donc, en traitement en première ligne, bien sûr, il faut encore raisonner sur le type histologique non épidermoïde, épidermoïde, prendre en compte des éléments relatifs, donc bien sûr aux malades, comme l'âge, le PS, des comorbidités, des contre-indications, d'éventuelles associations avec des anti-angiogéniques, l'éligibilité à l'immunothérapie. Et tout de suite après, il faudra raisonner sur la présence et le taux d'expression du PDL1. Bien sûr, il faut également tenir compte donc, du testing moléculaire, à savoir l'expression de GFR, ALK, ROS, BRAF, RET, mais également d'autres cibles moléculaires, essentiellement pour les non-épidermoïdes, mais également pour certains cancers épidermoïdes, afin de pouvoir donc, indiquer donc, cette immunothérapie en première ligne. Donc, quels sont les essais sur lesquels on s'est basé pour justement déplacer cette indication de la deuxième ligne à la première ligne? Bien sûr, il y a l'essai phare Keynote 024 qui a bien sûr sélectionné les malades pour garantir un taux de réponse donc, relativement favorable sur un taux d'expression de PDL1 supérieur à 50% pour recevoir soit une chimiothérapie, soit donc une immunothérapie à base de Pembro. Et vous voyez ici, donc, les courbes parlent d'elles-mêmes. Donc, il y a cet écart important entre la chimiothérapie et l'immunothérapie. Ces résultats ont été actualisés donc, récemment et vous voyez que ces résultats se maintiennent avec des taux de survie très importants. On est à 31,9% à 60 mois versus 16,3%. De même, pour le cemiplimab, donc c'est aussi un essai d'immunothérapie versus une chimiothérapie. Et là, les malades ont aussi été sélectionnés sur un taux d'expression de PDL1 supérieur à 50%. Et vous voyez que, aussi bien en termes de survie sans progression que de survie globale, l'immunothérapie fait beaucoup mieux que la chimiothérapie. Concernant donc cet essai d'atezolizumab, donc il y a eu si vous voulez, une stratification selon, d'une part, le taux d'expression du PDL1 50% pour les cellules tumorales ou de plus de 10% pour les cellules immunes. Et vous voyez que là, clairement, l'immunothérapie à base d'atézo fait mieux que la chimiothérapie. Donc ce bénéfice est maintenu pour des taux un peu plus faibles d'expression par les cellules tumorales ou les cellules immunes. Mais dès lors qu'on prend donc toute expression de PDL1, eh ben, cette différence significative n'est plus retrouvée entre la chimiothérapie d'une part et l'immunothérapie. De même, donc dans cet essai avec le Pembro, c'est le Keynote 042, on a pris toute histologie, mais aussi des malades ayant un taux d'expression juste positif, supérieur à 1%, et ce n'est pas comme tout à l'heure avec des taux supérieurs à 50%, et ils ont été randomisés pour recevoir soit une immunothérapie, soit une chimiothérapie.
Et vous voyez que, bon, bien sûr, pour les malades ayant une expression à 50%, on a toujours donc cette supériorité de l'immunothérapie par rapport à la chimiothérapie, bien que tout à fait au début, il y a un croisement de courbes. Ce résultat de supériorité est maintenu pour les taux d'expression de PDL1 supérieurs à 20%. Et lorsque on considère également donc, les tumeurs ayant juste un taux de PDL1 positif, le résultat donc, reste significatif à la faveur donc, de l'immunothérapie. Mais quand on regarde de plus près, c'est essentiellement les taux de PDL1, les tumeurs exprimant un taux de PDL1 supérieur à 50%, qui drivent donc cette réponse positive, donc qui sont à l'origine de cette supériorité. Donc clairement, le taux de PDL1 est déterminant pour définir par la suite donc, les résultats escomptés. Donc c'est ainsi que on va essentiellement raisonner au moment donc, de la décision thérapeutique en fonction de ce taux d'expression de PDL1, que ce soit pour les non-épidermoïdes ou pour les épidermoïdes. Donc on va considérer les PDL1 supérieurs ou égal à 50%, ceux qui ont un taux d'expression moyen inférieur à 50% et ceux qui ont un taux d'expression négatif. Alors, pourquoi s'intéresser justement déjà à ceux qui expriment donc ce taux de PDL1 supérieur à 50%? C'est pour réfléchir, est-ce qu'on pourrait se contenter d'une immunothérapie seule chez ces malades ou faut-il associer une immunothérapie à la chimiothérapie, ou plutôt la chimiothérapie à l'immunothérapie? Alors, pourquoi? Parce que même quand on considère ce groupe de malades donc supérieurs, ayant un taux d'expression supérieur à 50%, eh ben, vous voyez que qu'on associe ou non la chimiothérapie à l'immunothérapie, on a des résultats pratiquement identiques, mais il faut avoir toujours à l'esprit le fait qu'il soit possible aussi qu'on ait une hyperprogression, donc avec des malades qui vont au début moins bien répondre à l'immunothérapie. Et ces résultats donc, sont retrouvés également dans la vraie vie. Donc il est important aussi de pouvoir choisir cette alternative, donc cette combinaison immunochimiothérapie, en ayant aussi en tête qu'on va augmenter aussi les toxicités. Donc vous voyez ici en haut le nombre donc, de toxicités et le nombre d'arrêts pour toxicité grade 3 et 4, donc qui est nettement supérieur avec donc, l'association en bas immunothérapie-chimiothérapie, comparé à ce qui se passe, donc je laisse tomber définitivement le pointeur, à ce qui se passe donc uniquement en haut pour la simple immunothérapie. Donc c'est vrai qu'il y a un risque de non-réponse, mais le fait d'associer, ça peut aussi exposer à des toxicités, voire des toxicités graves qui peuvent nous amener à arrêter le traitement. Okay. Ça ne passe plus. D'accord. Alors, donc on va essayer de trouver des petites pistes comme ça pour définir parmi ces malades qui ont un taux d'expression de PDL1 supérieur à 50%, quels sont ceux potentiellement qui pourraient se contenter uniquement d'une immunothérapie. Et bien, quand on regarde donc, ces deux essais, il y a d'abord l'essai avec le pembrolizumab. Donc vous voyez que même au sein des malades qui ont un taux d'expression supérieur à 50%, lorsqu'on considère les malades qui ont un taux d'expression encore plus élevé, donc de l'ordre de 90%, voire plus, là, on a un bénéfice encore plus important et il n'y a plus du tout de croisement de courbes. Donc le fait d'avoir un taux de PDL1 très élevé, supérieur à 90%,
peut pratiquement nous garantir d'avoir une très bonne réponse à l'immunothérapie. De même, ici, vous avez laissé avec le cemiplimab, et là, vous voyez tout à fait en bas, donc lorsque vous avez un taux d'expression de PDL1 de l'ordre de 90%, voire plus, eh ben, on a un taux de réponse qui est très important et très rapide, et ceci donc, est maximal pour la ligne, en bas, avec donc un taux d'expression de plus de 90%, mais ceci est aussi vrai pour des taux d'expression encore importants, de l'ordre de 60% par exemple. Donc on a un taux de réponse quand même important. On peut se baser aussi, à part donc ce taux d'expression très élevé parmi ces malades-là, sur l'association à d'éventuelles existences de mutations. Vous savez que maintenant, on passe donc les malades en NGS et on peut avoir un profil moléculaire assez exhaustif. Donc, pour les malades qui ont un KRAS qui est sauvage, qui n'est pas muté, on peut espérer avoir un taux de réponse plus important, d'après cette étude, que ceux qui présentent un KRAS muté. L'âge. Est-ce qu'on peut justement se baser sur l'âge pour définir l'indication d'une chimio-immuno ou d'une immunothérapie seule? En fait, dans cet essai-là, il y a donc sélectionné les malades ayant 50% de plus de taux d'expression de PDL1 pour recevoir donc une immunothérapie à base de Pembro ou une immunochimiothérapie. Et bien, vous voyez que pour les malades qui sont âgés de 75 ans et plus, il n'y a pas de bénéfice à associer la chimiothérapie à l'immunothérapie. Ici, je passe là. Ça passe pas? Ah, maintenant, c'est passé. C'est bon. Alors, l'EPS, eh ben, il semblerait que pour les malades qui ont un PSA2, ben, il n'y a pas de bénéfice à avoir à donner une immunothérapie seule et que c'est plutôt une association immunochimiothérapie qui semble bénéfique, aussi bien donc en termes de survie globale que de survie sans progression. Ce qui paraît un tout petit peu contre-intuitif parce que c'est des malades qui sont relativement fragiles, ces malades ayant un PS2, on se dit que en associant chimio et immunothérapie, on va avoir des toxicités cumulées, et donc, mais en termes de gains, en termes de réponse et de survie, eh ben, il y a plus de bénéfices à associer les deux. Alors, le statut tabagique, on peut également se baser sur le profil du patient. Est-ce que c'est un patient tabagique ou non tabagique? Et vous voyez que ici, pour les malades non tabagiques, c'est-à-dire la courbe rose en haut, c'est ceux qui tirent le plus bénéfice de l'association donc chimio-immuno, d'où l'intérêt de probablement proposer chez des malades qui ont un taux de PDL1 supérieur à 50% et qui sont non fumeurs ou jamais fumeurs, d'emblée une association chimio-immunothérapie. La taille et les sites métastatiques, eh ben, quand on regarde d'un peu plus près, que ce soit pour le nombre de métastases, eh ben, le nombre de métastases ne semble pas intervenir à la faveur de l'association chimio-immunothérapie. Par contre, pour la taille, il faut considérer la taille à partir de 9 cm pour voir qu'il y a peut-être un gain à associer, comme dans cette étude, la chimio-immunothérapie plutôt que l'immunothérapie seule. L'existence de métastases cérébrales, en fait,
Là, vous voyez qu'il n'y a pas d'éléments déterminants dans le choix de l'immunothérapie ou de l'immunochimiothérapie devant la présence de métastases cérébrales, qu'elles soient ou non symptomatiques. Et on a vraiment besoin d'études rétrospectives beaucoup plus nombreuses et d'études en vraie vie pour pouvoir apporter des éléments de réponse. Alors, la possibilité aussi d'avoir recours tout le long de la prise en charge de ces malades à d'autres traitements, comme souvent on le fait, à une corticothérapie, à une antibiothérapie, à des IPP. Eh bien, vous voyez que si les malades reçoivent uniquement une chimiothérapie, en bas, il n'y a pas du tout de différence significative. Chez les malades recevant une corticothérapie, une antibiothérapie ou un IPP. Par contre, quand les malades sont immunothérapie, on a des résultats différents chez les malades qui prennent donc ce genre de traitement. Donc peut-être que chez ces malades-là, il faut considérer justement l'association possible entre immuno et chimiothérapie. Donc au final, chez ces malades-là, on a quelques pistes pour choisir soit une immunothérapie seule, soit une immunochimiothérapie sur la base de certaines données cliniques, sur la présence par exemple de l'indication de certains traitements, etc., pour définir si d'emblée on va indiquer uniquement une immunothérapie ou on va proposer une immunochimiothérapie. Reste à considérer les autres cas de taux de PDL1 inférieur à 50%, donc qu'il soit entre 1 et 49% ou inférieur à 1%, pour voir quelle modalité faut-il leur proposer. Est-ce qu'on va apporter quelque chose en associant l'immunothérapie à la chimiothérapie, ou bien il faut rester classique, comme on le faisait il y a quelques années, et se contenter uniquement d'une chimiothérapie. Eh bien, on a plusieurs réponses, puisqu'il y a eu plusieurs essais dans ce sens. Alors, que ce soit pour le cancer bronchique épidermoïde ou non épidermoïde, vous voyez que la plupart des résultats sont à la faveur d'une association chimio-immunothérapie, sauf peut-être pour l'athéso qui est un essai négatif. Également, donc, pour le non épidermoïde, vous voyez que les associations chimio-immuno, aussi bien en termes de survie sans progression que de survie globale, font mieux que la chimiothérapie seule. Et je vais vous présenter un essai de cancer épidermoïde, le Keynote 407. Et là, donc, vous voyez qu'en termes de survie sans progression, la chimio-immunothérapie fait mieux que la chimiothérapie seule. Et ces résultats ont été réactualisés en 2022 et vous voyez que en termes de survie à 5 ans, on a 18,4% dans le bras chimio-immunothérapie comparé donc à la chimiothérapie seule. Pareil ici pour cet essai de Keynote 189 sur le cancer non épidermoïde, où on a également une supériorité de l'association chimio-immunothérapie comparée à la chimiothérapie seule. Et ceci également a été réactualisé dans les résultats finaux en 2022 et on est sur 19,4 de survie à 5 ans pour la chimio-immunothérapie comparée à la chimiothérapie seule. Donc clairement, même pour ces cancers qui n'expriment pas un taux de PDL1 supérieur à 50%, il y a bien une place de l'association chimio-immunothérapie à proposer pour ces malades. Là, on est sur un essai qui a englobé tout taux d'expression de PDL1. Et bien sûr, c'est des malades qui n'exprimaient pas de driver oncogénique. Et là aussi,
avec le cemiplimab, on a aussi une supériorité donc, de l'association chimio-immunothérapie. Alors, est-ce qu'on peut avoir de meilleurs résultats en faisant plus? C'est-à-dire que au lieu de se contenter d'une seule immunothérapie, eh ben, associer 2 immunothérapies. Un anti-PDL1 plus un anti-CTLA4 pour amplifier un tout petit peu la phase d'initiation, comme je vous l'ai montré tout à fait au début, donc sur le schéma initial. Donc dans cet essai Poséidon qui comparait une association, vous avez ici en bleu, donc le Durva avec le tremelimumab, associé à la chimiothérapie, et qui était comparé à la chimiothérapie seule en rouge là, ou à la chimio-immuno, tout à fait en haut, donc Durva, chimio. Alors il faut dire que l'analyse des résultats concernant l'association anti-PDL1, anti-CTLA4 ne faisait pas partie des objectifs primaires, donc ça faisait partie des objectifs secondaires, mais lorsque on regarde d'un peu plus près les résultats, eh ben, il n'y a pas de différence significative entre Durva plus chimio. Donc finalement, l'association d'un anti-PDL1 à la chimio dans cet essai n'apportait pas grand-chose. Par contre, quand on associait donc anti-PDL1 Durva tremelimumab plus chimio, on avait donc des résultats positivement significatifs, aussi bien en termes de survie sans progression que de survie globale. Donc, a priori, le plus, c'est mieux. Mais probablement également, moins, c'est aussi mieux. Moins, c'est mieux, parce que dans cet essai de Checkmate 9LA, donc, on a associé la chimiothérapie uniquement durant 2 cycles pour justement éviter ce croisement de courbes et les résultats décevants représentés essentiellement par les malades hyperprogresseurs. Et donc là, on a d'une part un bénéfice qui se maintient donc, par rapport donc, à la chimiothérapie seule, mais en donnant uniquement 2 cures, tout à fait au début, on va aussi limiter les toxicités dues à cette combinaison chimio-immunothérapie. Donc au final, en première ligne, ce que vous m'avez demandé donc, de répondre, en première intention, les choses ne sont pas aussi simples. Donc il faut raisonner déjà en fonction du taux de PDL1. Pour les malades qui sont à 50% et plus, on peut avoir le choix sur certains éléments peut-être d'orientation. Mais pour tous les autres, eh ben, là, quand j'avais pas besoin de passer, il faut peut-être raisonner sur d'autres éléments. Alors, quelle modalité en première ligne? La plupart des essais proposent une durée de traitement de 2 ans, mais on sait que d'une part, les malades qui ont arrêté, donc après l'essai, ces traitements-là, ils peuvent avoir une réponse qui se maintient à l'arrêt du traitement. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a des malades bien avant les 2 ans qui ont des taux de réponse assez intéressants et qui sont stables, donc qui vont maintenir cette réponse dès lors qu'on a fait 6 à 8 mois de traitement. Donc on se demande, est-ce qu'il y a intérêt de continuer jusqu'à 2 ans de traitement par immunothérapie, ou est-ce qu'il faut réserver donc cette durée plus longue de 2 ans sur la base d'éléments d'orientation, comme par exemple les données du TEP scanner, la présence d'un ADN circulant tumoral, donc tout ça est encore à l'étude. Et puis à la progression, le fait d'avoir décalé l'immunothérapie de la 2e ligne à la 1re ligne, ça va encore nous compliquer un tout petit peu ces algorithmes décisionnels thérapeutiques. Est-ce qu'on va, à la progression, reproposer une autre immunothérapie
Est-ce qu'on va plutôt se baser sur un doublé classique de chimiothérapie avec plus ou moins un anti-angiogénique, que ce soit le Beva ou le ramucirumab, ou bien est-ce qu'il faut quand même continuer en privilégiant, dès lors qu'on peut proposer un traitement local, le traitement local de ces formes oligométastatiques. Le re-challenge est possible, mais les réponses sont moins bonnes qu'en L1, donc on peut parfois être obligé d'observer des pauses thérapeutiques. En cas de toxicité, bien sûr, on sait maintenant très bien les gérer, toutes ces immunotoxicités des immunothérapies, mais il faut encore donc préciser la place des traitements immunosuppresseurs. Et donc, en cas de progression, la deuxième ligne devient encore plus compliquée. Donc, vraiment, il faudra discuter au cas par cas, selon les traitements reçus en première ligne, ce qu'on peut proposer, que ce soit en maintenance ou en deuxième ligne pour ces malades. Ok. En conclusion, donc l'immunothérapie est devenue aujourd'hui la pierre angulaire des traitements des cancers bronchopulmonaires. Et vous l'avez vu dès la première ligne, donc dès la première intention. Le PDL1 reste pour le moment le seul marqueur principal dont va dépendre donc l'indication du traitement et le choix des associations possibles en première ligne. La durée de réponse et les survies sont actuellement très prolongées, donc on se pose la question sur la durée pendant laquelle il faut prescrire ces traitements-là. Et bien sûr, rediscuter ces dossiers à la progression, à la vraie progression et pas à la pseudo-progression, et quelle va être la place dans l'avenir très proche pour les nouveaux traitements par immunothérapie. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Finish, pour cette belle présentation. On nous demande de rattraper le retard, mais pas aux dépens des orateurs, et donc ça va être probablement aux dépens de la discussion. Allez, on va se permettre quelques questions, s'il y a des questions dans la salle. Sinon, je vais commencer par en poser une. Soraya, si? Dr Boussem. Bon, merci beaucoup, Soraya. À droite. 15 degrés longitude. Mais je voulais te remercier pour la présentation. En fait, tu as abordé un point qui est plus tunisien que français, c'est la durée du traitement. Et on a fait une thèse ensemble. Moi, je ne suis pas persuadé que les 2 ans de traitement sont indispensables. Et actuellement, je pense qu'on va publier notre série. On a une série importante avec des malades qui reçoivent moins de 6 mois de traitement. Et comme tu l'as très bien dit, si le PET scan est négatif et que l'imagerie est négative, si ce sont de très bons répondeurs, on peut arrêter. Il y a eu quand même l'étude Zalkman qui a comparé 6 mois de traitement contre observation après les 6 cycles, et il n'y a pas de différence significative chez les bons répondeurs. L'autre chose, c'est qu'en Tunisie, malheureusement, les malades achètent souvent le premier traitement, le deuxième ou le troisième. Donc, ça, c'est un problème qu'on devrait discuter au cours de ces congrès où, malheureusement, les malades payent parfois les premiers traitements. Et donc, maintenant, toi, je te pose une question directe. Qu'est-ce que tu fais pour tes malades tout venant? Est-ce que tu vois l'immunothérapie dans le futur pour les stades plus localisés? Alors, bien sûr, en fin de compte, cet algorithme-là, j'essaye de l'appliquer. Mais il y a des choses... D'accord. Alors, l'algorithme, j'essaye effectivement de l'appliquer. On essaye de l'appliquer dans notre équipe et dans notre RCP thoracique, mais il y a d'autres critères sur lesquels on se base et qui sont là, qui ne sont pas du tout cités, c'est-à-dire le fait que le malade ait, oui ou non, d'abord une couverture sociale, parce qu'il y a quand même des malades qui restent indigents et pour lesquels on n'a pas accès à tous ces traitements-là. Et puis, si les malades ont aussi la possibilité, quelque part, d'acheter des traitements, même si c'est des traitements des génériques, pour au moins démarrer, et même si on ne va pas les utiliser pour démarrer, mais plutôt pour assurer une continuité dans les traitements. Parce qu'on peut avoir 2 à 3 cycles d'immunothérapie et par la suite avoir une rupture. Donc ça peut aussi
non seulement être délétère aux malades, mais aussi compliquer aussi notre évaluation par la suite. Entre les scanners, la pseudo-progression, les arrêts intempestifs, c'est très très difficile de temps en temps de raisonner. Donc il y a des critères, on va dire, socio-économiques qui ne sont pas ici cités, mis dans cet algorithme, et sur lesquels on se base et qu'on prend en compte énormément, je vais dire. Alors pour la deuxième question, je vais vous laisser certainement à vous donc la réponse, puisque vous allez nous parler tout à l'heure des stades précoces. On a l'impression que maintenant l'immunothérapie dans les stades métastatiques, c'est un peu moins, enfin ça y est, presque tout a été dit, bon, et que beaucoup d'essais maintenant se font sur les stades précoces en périopératoire, et donc les résultats sont... Bon, les juste essais sont un dernier nombreux commentaire pour les plus jeunes. Non, L'immunothérapie ne marche pas chez tous les malades. Malheureusement, il ne faut pas trop s'enflammer. Et quand ça ne répond pas, ça devient un gros problème, comme tu l'as très bien dit. Merci. Soraya, donc une petite question là. Non. Est-ce qu'on peut imaginer de faire une RCP maintenant sans connaître le statut PDL1 des patients? Prescrire, c'est ça? Non, entamer une RCP sans connaître le statut des malades, le statut PDL1. Et est-ce que c'est faisable pour tous les patients actuellement en Tunisie? Alors, non seulement on ne peut pas avoir d'immunothérapie de la CNAM sans le taux de PDL1, mais aussi sans le testing moléculaire, puisqu'il l'exige. Donc, il faut aussi prouver qu'il est EGFR négatif, ALK négatif, etc. Donc, nécessairement, on a besoin... Est-ce qu'il y a encore une place pour la chimiothérapie seule dans les cancers bronchiques non à petites cellules actuellement? Ben oui, ça reste le traitement quotidien quand même pour la majorité des malades en Tunisie. Hein. Vous savez certainement le coût faramineux de ces immunothérapies. Vous connaissez certainement le coût faramineux de ces immunothérapies, donc le problème aussi de la disponibilité de ces traitements au niveau de la CNAM. Donc pour tout le plus gros lot de malades, ça reste quand même une chimiothérapie classique, même si on fait un peu plus de maintenance, on fait un peu plus... Voilà. Il y a d'autres questions? Bonjour, docteur Zid Zied, je suis oncologue de Libre Pratique. Merci pour votre présentation. Dans le même sens qui a été dit par monsieur, le modérateur, pour démarrer la prise en charge, qu'est-ce que vous faites pour l'attente des résultats et surtout de l'EGFR, surtout pour les patients qui sont limites avec un épanchement pleural? Est-ce que vous démarrez rapidement le traitement ou vous essayez d'attendre un petit peu qu'on ait le résultat pour prescrire surtout directement un anti-EGFR? Comme vous savez, l'association chimio au GFR avec maintenant la toxicité. Donc sur plan pratique, rien à question courte, s'il vous plaît, réponse courte, Soraya. Juste sur le plan J'ai pratique, dit question courte et réponse courte. Qu'est-ce que vous faites sur le plan pratique pour l'attente? Donc votre question, c'est plus par rapport aux thérapies ciblées, si j'ai bien compris? Non, c'est la décision thérapeutique pour entamer une décision thérapeutique, que ce soit immunothérapie ou autre. Comment vous faites pour le GFR? Tout dépend de l'état du malade et puis de l'agressivité de la maladie. Ça, on le sent très bien. Donc, chez les malades où on sent que la maladie est très agressive, on ne peut pas se permettre d'attendre. Et il y a une indication très rapide de chimiothérapie. Donc, on a la possibilité de démarrer très, très rapidement la chimiothérapie, bien sûr, après un bilan minimal. Mais sachant qu'une fois qu'on a démarré la chimiothérapie, si par la suite, déjà au niveau de l'indication de l'immunothérapie, on reste sur des AMM en deuxième ligne uniquement en Tunisie, pour l'athéso uniquement, donc ce qu'on fait, c'est un tout petit peu hors AMM, du moins dans notre RCP à l'Ariana, à l'oncothoracique. Et puis pour tout ce qui est thérapie ciblée, une fois que la chimiothérapie est démarrée, eh ben, la CNAM exige que justement il y ait une évaluation et la preuve d'une progression avant, même s'il est muté GFR ou il a une translocation ALK ou ROS, de délivrer la thérapie ciblée. Donc, je pense que c'est plus la présentation de la maladie, l'agressivité qu'on sent de la maladie. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'on peut faire pour le moment. Dernière question. En fait,
fait, pour le lot de patients qui ont une forte expression de PD-L1, donc vous avez dit qu'on va privilégier plutôt l'association immunochimio pour les non-fumeurs, pour certaines tumeurs menaçantes de par la taille, le statut N multisite. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui font privilégier cette association chez ce lot de patients, en particulier sur l'histo et la charge mutationnelle? J'ai parlé aussi de l'âge, du PS, donc il y a des éléments qui nous font plutôt... et le taux de PDL1, donc si on a des taux de 80% par exemple, on peut se contenter uniquement d'une immunothérapie. Donc il faut toujours avoir à l'esprit une toxicité, bien que on n'a pas une très très grande expérience d'association immunochimio. Jusque-là, tout se passe bien, on est relativement assez étonné, donc comment se passent les choses. Voilà. Juste une dernière question rapide. En fait, sur le plan pratique, en Tunisie, quels sont les médicaments immunothérapie qui sont disponibles sur le marché tunisien? Il y a quand même une... Alors, sur le marché, on a le Pimbro, on a le Nivo, on a l'Atezo. On a aussi la possibilité d'avoir le Durvalumab, puisqu'il y a ces indications donc, pour les cancers localement avancés après chimio-radio. Mais en AMM, il n'y a que l'Atezo en deuxième ligne. D'accord. Voilà. Merci pour la présentation. Donc, avant de commencer la deuxième conférence, je tiens à remercier tout le conseil de l'association franco-tunisienne de pneumologie ainsi que le comité d'organisation pour l'invitation, en espérant bien sûr une continuation de cette coopération positive entre l'Égypte et la Tunisie. Donc, on est souvent affronté par des questions, par les malades, par leurs familles, qu'est-ce qu'on doit manger chez les patients, qu'est-ce que les patients cancéreux doivent manger. Ils sont souvent présents avec des nausées, des diarrhées, des constipations induites par la chimiothérapie, par exemple. Donc, pour répondre à ces questions, au bilan et régime, j'invite monsieur professeur Olivier Leleu, chef de service de pneumo-oncologie au centre hospitalier de la ville, pour parler de la nutrition et le cancer. À vous la parole. Merci beaucoup, bonjour à tous. Merci donc au comité d'organisation, merci au comité scientifique donc, de m'avoir invité donc, à vous parler donc, ici, donc, cette magnifique île de Djerba, de nutrition et cancer. Donc je suis pneumo-oncologue, donc j'ai limité mon propos au cancer du poumon. Voici donc mes liens d'intérêt et je n'en ai pas en lien avec cette présentation. Alors, quelques généralités hein, quand on parle de cancer du poumon. Rappelez que le cancer du poumon est un problème majeur de santé publique. C'est le cancer le plus fréquent dans le monde. Vous avez ici donc, les dernières données qui sont les données de l'OMS. Près de 2,5 millions de nouveaux cancers donc en 2022. On note une tendance donc, avec une diminution de l'incidence chez les hommes liée à la diminution du tabagisme. Et à l'inverse, donc ça on l'a aussi démontré donc, avec l'étude KBP 2020, donc une augmentation significative de l'incidence chez les femmes, avec en France par exemple une augmentation d'incidence de 5% par an ces 10 dernières années, ce qui nous fait craindre dans les années à venir une véritable épidémie du cancer du poumon chez les femmes. Première cause de décès dans le monde, hein, plus d'1,8 million de décès par cancer du poumon. C'est la première cause de décès chez l'homme, la deuxième cause de décès chez la femme. On parlait de l'immunothérapie, on parlait des thérapeutiques ciblées. La survie dans le cancer du poumon reste quand même catastrophique, hein, puisque nous sommes à moins de 20% à 5 ans. Rappelez les facteurs de risque. Le tabagisme, bien sûr, hein, 8 cancers sur 10 sont liés au tabagisme. Des facteurs qui sont des facteurs professionnels, on connaît l'amiante, la silice, le diesel, le beryllium. Des facteurs environnementaux. Donc ici, rappelez donc, cette étude qui a été publiée dans Nature il y a 1 an, avec le lien entre pollution et mutation à l'EGFR, les antécédents personnels familiaux de cancer, d'infections respiratoires, notamment la tuberculose.
pensez aussi à la radiothérapie, notamment aux antécédents de radiothérapie pour lymphome et cancer du sein, et puis les polluants. Autre particularité du cancer du poumon, c'est aussi le facteur pronostic majeur du statut TNM. Et donc, vous voyez très très bien qu'on peut guérir des patients du cancer du poumon une fois qu'ils sont pris en charge très précocement, les stades 1, alors que la survie à 5 ans est de 0% pour les stades métastatiques, les stades 4B. Et autre particularité du cancer du poumon, on sait très bien que la grande majorité de ces cancers du poumon, malheureusement, sont diagnostiqués à des stades localement avancés ou métastatiques. Seuls un peu plus de 20% le sont à des stades localisés. Les symptômes aussi du cancer du poumon. Le cancer du poumon se diagnostique tardivement. Pourquoi ? Parce qu'il est souvent silencieux, avec des signes qui sont des signes bâtards, la toux, la douleur thoracique, la dyspnée, les hémoptysies, l'asthénie et la dénutrition, la cachexie, l'amaigrissement sont parfois des signes qui permettent de faire un diagnostic de cancer du poumon. Donc on arrive à la dénutrition à proprement dit. Donc vous avez ici donc les critères de dénutrition ont changé. C'est donc maintenant les critères 2021, HAS et la Société francophone de nutrition clinique et métabolique. Donc cette dénutrition, c'est bien sûr un déséquilibre entre les besoins nutritionnels et les apports. Et donc maintenant, pour parler de dénutrition, il nous faut un critère phénotypique qui doit être associé à un critère étiologique. Au niveau des critères phénotypiques, vous les avez donc sur cette diapo, donc c'est la perte de poids, donc cette perte de poids qui est définie de plus de 5% en un mois ou plus de 10% en 6 mois. L'index de masse corporelle qui dépend de l'âge de nos patients, un IMC de moins de 18,5 pour les patients de moins de 70 ans et en dessous de 22 kg par mètre carré pour les personnes âgées de plus de 70 ans, et une réduction de la masse musculaire ou de la fonction musculaire, voilà, la sarcopénie. Associé à un de ces critères, il faut un critère étiologique. Ce critère étiologique, c'est la réduction de la prise alimentaire. On parlera tout à l'heure de cette échelle visuelle analogique de prise alimentaire, donc plus de 50% pendant une semaine ou une réduction de plus de 2 semaines. Des soucis digestifs en termes d'absorption digestive. Et pour là, ce qui nous concerne pour cette présentation, les situations d'agression, notamment les agressions dans le cadre du cancer. La réduction de la masse ou de la fonction musculaire, donc on en a parlé donc, hier dans la présentation sur la BPCO et la nutrition. Donc là on parle donc, de la recherche de sarcopénie. Donc il y a des moyens simples pour rechercher cette sarcopénie. Il y a la recherche de la force musculaire avec le hand grip, je vous montrerai juste après cette dia, donc avec moins de 26 kg pour les hommes, moins de 16 kg pour les femmes, pour définir cette réduction de force musculaire, la vitesse de marche sur 4 mètres, la mesure de la masse musculaire et de la masse grasse par l'impédance-métrie, et puis des techniques qui sont moins du domaine, j'ai envie de dire, de vraie vie, qui sont plus dans la recherche. On en a parlé aussi hier dans la présentation sur le scanner thoracique. C'est la possibilité de mesurer cette masse musculaire et cette masse grasse en scanner, notamment centré sur L3, et puis la mesure par absorptiométrie biphotonique. Donc voilà, nous, ce qu'on utilise dans le service, donc c'est tout simple. Donc c'est ce hand grip qui permet facilement d'avoir l'estimation de la force musculaire. On utilise aussi donc l'impédance métrie, donc avec cette balance qui nous délivre un petit ticket en nous donnant la masse musculaire et la masse grasse. Donc ça, ce sont les en vraie vie, ce qu'on utilise le plus fréquemment. Nous n'utilisons pas donc la mesure par scanner. Donc vous avez par contre ici cette mesure par scanner en L3 et vous voyez donc à gauche un patient sain
Et vous voyez donc à droite un patient porteur d'un cancer du pancréas. Et vous voyez donc cette masse musculaire qui fond à droite. Et donc à côté aussi, donc l'absorption biphotonique qui, pour moi, reste du domaine de la recherche. Alors, une fois qu'on pose le diagnostic de dénutrition, là aussi, les critères ont changé. Et donc, maintenant, on définit ce qui est une dénutrition modérée et ce qui est une dénutrition sévère. Donc, dans la dénutrition modérée, ça dépend de la perte de poids. La dénutrition est modérée si le poids est perdu est entre 5 et 10% en un mois, 10 à 15% en 6 mois, ou entre 10 et 15% par rapport au poids habituel. Des critères d'IMC, au-dessus de 17 chez les sujets, j'ai envie de dire, de moins de 70 ans, au-dessus de 20 pour les personnes de moins de 70 ans. Et apparaît ici le dosage de l'albuminémie. Et vous voyez qu'entre 30 et 35, on est sur de la dénutrition modérée. À l'inverse, en dessous de 30, on passe en dénutrition sévère. Les critères d'IMC changent aussi, d'accord ? Et puis la perte de poids, plus de 10% en un mois, plus de 15% en 6 mois, on passe sur de la dénutrition sévère. Alors, quelle est la prévalence de la dénutrition chez nos patients présentant un cancer du poumon? Donc ça, c'est une étude de l'équipe de Nice. Et vous voyez que la dénutrition dans le cancer du poumon est ici mesurée à 45%. Une étude donc, tunisienne, donc, publiée il y a 2 ans, donc Dr Khalel et collaborateurs, donc, qui a évalué l'état nutritionnel de ces patients. Donc, c'est une étude prospective sur 30 patients avec cancer du poumon. Vous voyez que là aussi, donc, dans cette étude, on a une large majorité de stades métastatiques. On est à 70% de stade 4. Et vous voyez que l'équipe retrouve une dénutrition chez 40% de ces patients. Alors, qu'est-ce qu'il peut expliquer en cancérologie et en cancérologie thoracique plus particulièrement, c'est cette dénutrition chez nos patients? Alors, les facteurs sont multiples, j'en ai listé ici quelques-uns. C'est bien sûr l'existence de traitements chirurgicaux ou non chirurgicaux, notamment la chimiothérapie. Tout ça favorise du catabolisme et augmente la demande du patient en protéines et en énergie. Des complications propres au cancer ou au traitement, des complications en termes de complications locales, que ce soit des compressions au niveau des axes digestifs, que ce soit au niveau du digestif haut ou au niveau du digestif bas, qui peuvent entraîner de la dysphagie. Les complications des traitements, c'est notamment les complications de la chimiothérapie, qui sont des complications éventuellement infectieuses, qui peuvent aussi entraîner cette chimiothérapie des problèmes de mucite et d'ulcération buccale qui vont là aussi entraîner des problèmes d'alimentation. Et puis, vous le savez aussi, le cancer entraîne la circulation de cytokines pro-inflammatoires, notamment le TNF-alpha, ce TNF-alpha qui, via la dénutrition, va entraîner une cachexie. La tumeur elle-même entraîne des produits de catabolisme. Et on a aussi, en cancérologie, des dysfonctionnements hormonaux et métaboliques paranéoplasiques. Alors, qu'est-ce que ça entraîne, cette dénutrition chez les patients? Vous avez donc ici une étude mexicaine, qui s'est intéressée à 100 patients qui avaient bénéficié donc d'une chimiothérapie et qui s'est intéressé aux différentes complications en fonction du statut nutritionnel. Et vous voyez que les facteurs de dénutrition sont statistiquement significatifs de complications et de toxicité. Notamment, vous voyez que l'hypoalbuminémie entraîne une majoration significative des toxicités toutes causes, de l'asthénie et de la perte de poids. Même chose, la perte de poids, vous voyez que de façon
significative, majore la lymphopénie, majore la neuropathie, l'index de masse corporelle est lui responsable d'anémie de façon significative. Autre étude, donc une étude prospective, qui là s'est intéressée à des patients qui devaient bénéficier d'une chirurgie thoracique, une étude prospective. Et donc les auteurs ont séparé ces patients en deux groupes. Un groupe interventionnel, donc, qui avait avant la chirurgie un régime qui était enrichi en oméga 3, en nucléotides, pendant 10 jours, et un groupe contrôle. Et donc vous voyez que de façon significative, le groupe interventionnel, donc qui a été renourri, avait moins de complications en post-op, et notamment moins de durée de drainage. On le voit donc ici donc sur ces résultats, sur ces histogrammes, où vous le voyez, moins de complications dans le groupe nutrition par rapport au groupe contrôle. Et à côté, vous voyez que le groupe nutrition avait une durée de drainage inférieure au groupe contrôle. De façon très intéressante, il a été aussi retrouvé de façon significative dans les groupes interventionnels une moindre baisse du taux d'albuminémie en post-opératoire, que ce soit lors de vidéochirurgie ou lors de thoracotomie classique. Moins de complications chez les patients non dénutris, impact aussi sur la survie. Donc là, c'est aussi une présentation d'une équipe tunisienne. Donc c'est un travail qui avait été présenté donc, en 2018 au CPLF, Bach avec le laborateur, donc, qui sont intéressés à 60 patients, là aussi donc, à stade avancé, 3B ou 4. Vous voyez l'impact de la dénutrition avec plus de 20% des patients qui avaient perdu 10% de leur poids du corps, 14% qui avaient un index de masse corporelle inférieur à 18,5 et 55% qui avaient une hypoalbuminémie. Et vous voyez que les auteurs ont là aussi montré que ces facteurs de dénutrition avaient un impact significatif sur la survie, que ce soit l'IMC, que ce soit l'albuminémie ou que ce soit le Nutritional Risk Index qui combine en fait ces deux données. L'équipe de Grenoble, lors du même congrès, donc en 2018, a présenté ses résultats chez 54 patients qui avaient bénéficié d'une nutrition artificielle. Donc il y avait 48% qui étaient nourris par sonde nasogastrique, 44% par gastrostomie et 7% par voie intraveineuse. L'âge médian était de 66 ans. Vous voyez, une grande majorité là aussi de stade métastatique. Et vous voyez que la survie médiane était statistiquement significative chez les patients qui avaient pris du poids comparativement à ceux qui n'en avaient pas pris. Donc, impact sur la survie de cette dénutrition. Deux études sur régime et cancer du poumon. Ces études sont parfois difficiles compte tenu du biais du tabagisme. Donc j'ai trouvé cette étude qui est une étude donc, européenne, une étude de cohorte chez plus de 3108 hommes, dont un peu plus de la moitié étaient fumeurs. Ils ont été suivis pendant 25 ans. Et lors de ces 25 ans, il y a eu près de 150 décès par cancer du poumon. Et donc les auteurs sont intéressés aux corrélations. Et on voit très très bien sur l'histogramme à votre gauche qu'il y a donc une corrélation inverse entre la consommation de fruits et la mortalité par cancer du poumon. Les auteurs, dans cette étude, n'ont pas retrouvé par contre de lien significatif entre la consommation de légumes et le risque de cancer du poumon dans les fumeurs de cette cohorte. Autre cohorte sur l'importance du régime. Donc là, c'est une cohorte qui a concerné plusieurs continents. Vous voyez là aussi plus de 12 000 hommes entre 40 et 59 ans. Et donc on voit là aussi très bien sur ces stats de corrélation qu'il y avait une corrélation significative par cancer du poumon entre fumeurs et consommation de graisse, ici graisse saturée. Étude intéressante, là c'est une étude danoise. Étude très intéressante, ils ont étudié en fait de façon randomisée
2 groupes de patients, donc 40 patients qui étaient dénutris avec cancer du poumon. Il y avait un groupe interventionnel chez qui en fait on apportait des repas qui étaient enrichis en protéines, et un groupe contrôle qui avait donc un régime habituel. Et donc les auteurs ont pu montrer que de façon significative, dans le groupe qui bénéficiait de ces repas enrichis, il y avait une amélioration de la qualité de vie et des scores de symptômes, une amélioration aussi de la sarcopénie via l'amélioration de la force musculaire. Alors ça, c'est les algorithmes de prise en charge de la dénutrition. Donc là aussi, ce sont des algorithmes publiés, disponibles. Donc ce sont les algorithmes mis à jour il y a 1 an. Donc ce sont les algorithmes de la Société francophone de nutrition clinique et métabolique. Vous avez ici l'EVA, qui est l'EVA d'évaluation des apports oraux. Hein. Donc 0, je ne mange rien du tout. 10, je mange comme d'habitude. Donc, pas de dénutrition. Vous voyez qu'il est important de continuer à surveiller, bien sûr, le poids de ces patients de façon hebdomadaire. Si pas de dénutrition, mais diminution des apports oraux, ou si on a une dénutrition modérée, hein, avec une EVA de plus de 7/10, intérêt de proposer à ces patients des compléments nutritionnels oraux, avec bien sûr une réévaluation régulière. Si on s'oriente vers une dénutrition modérée, mais avec des apports oraux qui sont de moins de 7/10, ou si on se retrouve face à une dénutrition sévère, soit le tube digestif est fonctionnel. Dans ce cas-là, on proposera aux patients une nutrition artificielle entérale qui pourra se faire en fonction de la durée prévisible, soit par sonde nasogastrique, soit par gastrostomie. Soit le tube digestif est non fonctionnel, où on a un échec de la nutrition entérale. Et là, il faudra proposer aux patients une nutrition parentérale. Cette nutrition parentérale se fera là aussi en fonction de la durée estimée, soit par voie veineuse périphérique, si l'osmolarité du produit le permet, nutrition entérale, du N4 plutôt, soit une voie veineuse centrale, si la durée prévisible est de plus de 10 jours. Vous avez ici les besoins nutritionnels en oncologie qui sont entre 30 et 35 kilocalories par jour. 2 mots sur le rôle des nutriments dans le traitement des cancers. Donc hier, on a parlé de BPCO Nutrition, de l'intérêt des sardines dans les régimes alimentaires. Donc vous le retrouvez ici aussi. Hein. Donc on a parlé de l'impact négatif des acides gras saturés. Ici, par contre, il y a un impact positif des acides gras insaturés sur la masse musculaire et sur les paramètres inflammatoires que sont la CRP et la TNF-alpha. L'intérêt des rôles antioxydants des vitamines A, C, E, le sélénium et le zinc, et l'importance de corriger les désordres hydroélectrolytiques, notamment la natrémie, la kaliémie, le potassium et le magnésium. Étude c'est une méta-analyse sur les régimes enrichis en acides gras polyinsaturés. Donc, vous voyez que on a une augmentation qui est statistiquement significative du poids, augmentation statistiquement significative de l'albuminémie dans les groupes patients enrichis en oméga 3. À l'inverse, dans ces groupes de patients avec des régimes enrichis en oméga 3, on a une baisse significative des paramètres inflammatoires que sont la CRP et le TNF-alpha. L'importance des désordres hydroélectrolytiques et l'importance de l'anatrémie. Vous avez donc ici cette étude qui s'est intéressée donc, à 433 patients avec cancer du poumon qui bénéficiaient d'une première ligne de traitement. Et donc les auteurs ont séparé 2 groupes. Un groupe hyponatrémie, un groupe natrémie normale. Et vous voyez que de façon multivariée,
Les paramètres qui ressortent en termes de survie sont les paramètres qu'on connaît, hein, les paramètres de performance statut, les paramètres de staging, hein, c'est ce que je vous disais en commençant, hein, le TNM est le facteur pronostic majeur du cancer du poumon. Et vous voyez que le troisième facteur, statistiquement significatif, c'est l'hyponatrémie. Les auteurs ont montré que quand vous corrigez cette hyponatrémie par rapport au groupe non corrigé, vous améliorez la survie globale et vous améliorez la survie sans progression. En conclusion rapide alors, l'importance de la dénutrition, c'est de lutter comme cette spirale, hein, on connaît la spirale de la BPCO, on a cette spirale dans la dénutrition. On a vu les causes de cette dénutrition en cancérologie, cette dénutrition qui entraîne cette hypoalbuminémie, qui va entraîner donc des déficits immunitaires, qui va entraîner des infections respiratoires, des infections urinaires. On l'a vu, des complications éventuellement post-opératoires, une augmentation de la toxicité de la chimiothérapie, des estaires, une cachexie et un tetrabataire, le décès. Il faut rompre cette spirale. Pour rompre cette spirale, il est important de dépister précocement la dénutrition. Faisons travailler nos collègues diététiciens, optimiser les apports en apportant des compléments alimentaires, éventuellement une nutrition artificielle, ce qui va permettre de diminuer les toxicités, d'améliorer la qualité de vie et d'améliorer le pronostic. Je vous remercie. Je voulais aussi remercier mon équipe diététique du centre hospitalier d'Abbeville qui m'a aidé, notamment via des recherches bibliographiques, à préparer cette présentation. Je vous remercie beaucoup. Merci M. Leleu pour la présentation et soulignant l'impact et l'importance de la nutrition et du régime alimentaire chez les patients cancéreux. Peut-être 2 questions rapides dans la salle, allez-y. 2 questions. Merci. Pour les patients cancéreux, fréquemment, ils adoptent des régimes restrictifs. On leur dit de ne pas manger, par exemple, trop de viande rouge ou de produits laitiers, ce qui aggrave encore plus la dénutrition. Est-ce qu'il y a vraiment des aliments qu'on doit réduire? Est-ce qu'il vaut mieux privilégier réellement les viandes blanches par rapport aux viandes rouges? Alors, sur les... j'ai pas vu grand-chose dans la littérature sur les aliments à éviter. Le seul, c'est éventuellement, et ça reste quand même polémique, sur les bêta-carotènes. Vous avez vu qu'il y avait dû avoir une alerte il y a quelques années sur les bêta-carotènes. Il faut savoir que c'est quand même des compléments alimentaires avec, un taux de bêta-carotène très très élevé qui était à 10 fois le taux normal de bêta-carotène dans l'alimentation. Donc personnellement, moi, nos diététiciens n'ont pas de restrictions particulières sur certains aliments. Donc ils respectent l'algorithme avec notamment les compléments oraux. Et juste ce qui est important aussi, c'est la correction des ordres hydroélectrolytiques. Une toute petite question en ce qui concerne l'état psychique, est-ce qu'il intervient? Parce que généralement, lorsqu'on annonce qu'à un patient il a un cancer, ceci a une influence sur l'état psychique et ça peut expliquer aussi cette anorexie et cette dénutrition. Est-ce que dans les études, on a tenu compte aussi de ce facteur? Oui, je pense que dans l'étude notamment, alors c'est pas une étude sur le lien entre consultation d'annonces et dénutrition, mais dans cette étude sur le portage des repas à domicile, les auteurs ont clairement montré une amélioration de la qualité de vie. Bon, j'ai rien vu vraiment sur la thymie, mais je pense que c'est aussi l'importance des soins de support et que la diététicienne s'adapte aussi aux envies et aux différents régimes éventuellement des patients pour manger ce qu'ils aiment en fait, surtout ce qu'ils aiment et ce qu'ils peuvent, nourriture semi-liquide éventuellement quand on a des problèmes de mucite, etc. Mais s'adapter aux patients et faire de la médecine personnalisée, quoi, je pense. Ouais. Merci à vous. Oui.
Donc on va passer à la troisième présentation, en fait, qui porte sur les options thérapeutiques des cancers bronchopulmonaires non à petites cellules au stade oligométastatique. Et c'est professeur Laila Fri qui va la présenter. Donc professeur Laila Fri, elle est chef de service à l'hôpital Abderrahmane Memi de l'Ariana. Elle est la secrétaire générale adjointe de la Société tunisienne des maladies respiratoires et d'allergologie et membre du comité de pilotage du CEC d'oncologie thoracique à la faculté de médecine de Tunis. À toi la parole, Laila. Merci, Dr Chalmiti. Je remercie le comité d'organisation de ces journées pour m'avoir invité à parler du cancer du poumon non à petites cellules, oligométastatique, les options thérapeutiques. Alors, les CBMPC oligométastatiques, ça correspond à des cancers du poumon qui ont un nombre limité de métastases. C'est certes une entité qui est contestée parce que certains auteurs pensent que ce sont des patients qui ont un profil biologique un peu particulier, d'autres pensent que ce sont quand même des patients qui sont de stade 4. Donc, est-ce que c'est un stade intermédiaire entre la maladie locale et la maladie polymétastatique? Est-ce qu'ils ont un comportement biologique particulier? Certes, avec l'amélioration des techniques de diagnostic et l'expansion des indications des traitements locaux ablatifs, il y a de nouvelles données et une amélioration des pronostics. Alors, il n'y a pas un seul CBMPC oligométastatique, il y a 4 présentations. Je m'attarderai surtout sur les oligométastatiques synchrones, mais il faut savoir qu'il y a la maladie oligopersistante, c'est-à-dire que les patients ont initialement eu un traitement systémique et à la fin du traitement systémique, il y a persistance quand même de quelques métastases. Il y a la maladie oligo-récidivante, c'est-à-dire qu'initialement, il y a un contrôle total de la maladie et par la suite, et dans un délai qui ne dépasse pas 3 mois, il y a apparition de quelques métastases. Et il y a la maladie oligoprogressive, c'est-à-dire que ce sont des patients qui vont recevoir un premier traitement systémique et qui, par la suite, vont progresser sous la forme de quelques métastases. Certaines vont être contrôlées et d'autres vont continuer à progresser. Alors, quelle est la définition de la maladie oligométastatique synchrone au diagnostic? Donc, on va chercher le nombre de métastases. On exigera un nombre maximal de 5 métastases et de 3 organes atteints. L'ensemble des sites tumoraux, y compris le site primitif, peut relever de traitements radicaux sans toxicité additionnelle. Donc, si le site primitif n'est pas déjà susceptible d'avoir un traitement radical, ce n'est pas la peine de chercher dans l'oligométastatique. Le statut N ne compte pas pour un site métastatique et la documentation est fortement recommandée dans cette situation. Donc là aussi, il ne faut pas se hasarder à chercher l'oligométastatique chez des patients qui sont N2 par exemple. Et finalement, les atteintes métastatiques, méningées, pleurales, péricardiques, mésentériques et médulaires sont évidemment exclues puisqu'ils ne peuvent pas avoir un traitement radical. Alors, il y a un bilan d'extension qui doit être optimisé par une TEP et par une IRM cérébrale, donc ils sont fortement recommandés. Et il faut dire que aussi avec la TEP et l'IRM cérébrale qui deviennent systématiques dans certaines situations, il y a du coup une augmentation du diagnostic de ces cancers oligométastatiques. Alors, la lésion hépatique unique va nécessiter une IRM hépatique, le nodule pleural unique isolé va nécessiter aussi des biopsies pour vérifier vraiment biopsie sous thoraco pour éliminer une éventuelle carcinose et la documentation histologique d'une métastase unique et là aussi elle est recommandée pour être sûr que c'est vraiment une métastase. Alors, il y a eu quelques études rétrospectives. Généralement, ce sont des études qui ont un faible effectif. Les plus anciennes, ce sont des séries surtout chirurgicales ou des séries de phase 2 avec des localisations uniques ou cérébrales. Donc, comme on va le voir par la suite, ce sont toujours de petites séries. Alors, parmi ces séries, cette série rétrospective comportant 145 patients qui ont été mutés EGFR avec moins de 5 métastases. Certains patients ont eu un traitement total, donc à part le traitement systémique, un traitement total du primitif mais aussi des métastases. D'autres ont eu un traitement partiel. La toxicité était acceptable et on a pu conclure déjà que la survie médiane était significativement améliorée par le traitement local du primitif, des métastases cérébrales et des métastases surrénaliennes. Alors,
sur ce tableau, on résume globalement les séries qui sont intéressantes sur ce plan et on voit que généralement ce sont des séries qui comportent un nombre qui n'est pas très important de patients. Donc vous voyez, ça varie de 29 à 133. Le nombre de métastases est évidemment inférieur à 5, mais généralement ce sont des séries de 1 à 2 métastases. On n'arrive même pas à 5 métastases. La séquence thérapeutique va changer d'une série à l'autre. Donc certaines séries vont commencer par le traitement loco-ablatif et continuer par la suite par le traitement systémique, que ce soit une chimiothérapie, une immunothérapie ou une thérapie ciblée. Et pour d'autres, on va commencer d'emblée par le traitement systémique, on le verra après. Alors globalement, il y a une amélioration de la survie sans progression dans ces séries et cette survie sans progression va retentir sur la survie globale et généralement la toxicité n'est pas vraiment exagérée. Alors, généralement, dans les séries rétrospectives, le nombre de métastases, c'est 1 à 2 métastases par série. Et généralement, les sites qui sont traités, donc vous voyez sur le graphique en rouge en bas, c'est plus les métastases cérébrales, les métastases voilà, cérébrales, les métastases pulmonaires et les métastases surrénaliennes. Donc, ce sont les sites les plus fréquemment traités. Alors, je vais commencer par cette série de patients. C'est un essai de phase 2 randomisé chez des patients qui sont EGFR mutés et qui ont eu un traitement loco-ablatif d'abord. Alors, ce sont des patients qui ont eu un bon PS, qui ont eu au plus de métastases dans un seul organe et qui étaient randomisés entre 2 bras. Un premier bras qui a eu une radiothérapie stéréotaxique et par la suite, il a eu son TKI de première génération et le deuxième bras n'a pas du tout eu de traitement loco-ablatif et là, on voit nettement qu'il y a une différence dans la médiane de survie sans progression. Elle était de 12,5 mois chez les patients qui ont eu uniquement la thérapie ciblée contre 20,2 mois chez les patients qui ont eu la radiothérapie stéréotaxique. Et pour la survie globale aussi, il y a une différence entre 25,5 mois pour les patients qui ont commencé par la radiothérapie stéréotaxique et par la suite qui ont eu la thérapie ciblée. Alors, sur le plan de la toxicité, il n'y avait pas une toxicité inquiétante, il n'y avait pas de toxicité de grade 5, il y avait uniquement 6% de pneumopathie symptomatique de grade 3 ou 4. Cependant, donc pour cet essai, il y a quelques points négatifs. C'est un essai qui n'a pas pris en considération les métastases cérébrales. La survie globale reste quand même médiocre, malgré qu'il y a une différence entre les patients qui ont eu le traitement loco-ablatif et entre ceux qui n'en ont pas eu. On n'a pas eu recours au TKI de 3e génération, même pour les patients qui ont progressé. Le protocole de radiothérapie n'était pas clair et le suivi n'était pas standardisé. Donc, et si on voulait regarder les facteurs de bon pronostic pour les patients qui ont mieux évolué, on trouve que ce sont les patients qui ont un PS à 1 à 2 et puis, et de façon presque évidente, ce sont les patients qui ont le moins de métastases, donc 1 à 2 métastases, qui ont mieux évolué que les patients qui ont entre 3 à 5 métastases. Alors, cet essai, c'est un essai qui est très connu, c'est l'essai Gomez. C'est un traitement loco-ablatif qui a été instauré après le traitement d'induction. Alors, ce sont des patients qui sont de stade 4. C'est un essai qui a englobé tous les patients. Les patients qui ont eu la chimiothérapie de 4 cycles, les patients qui sont EGFR mutés, ceux qui sont ALK transloqués. Ce sont des patients qui ont eu au moins 4 cycles de chimiothérapie, au moins 3 mois de thérapie ciblée. Ce sont des patients qui ont un bon PS avec moins de 3 métastases. Alors, une fois randomisés, ce sont des patients qui ont eu un traitement local dans le premier bras. Ce sont des patients qui ont eu soit de la radiothérapie stéréotaxique, soit de la chirurgie avec la maintenance. Et dans l'autre bras, ce sont des patients qui ont eu uniquement de la maintenance. Et là aussi, on voit que dans la survie sans progression des patients qui ont eu le traitement local, on a 14,2 mois, alors qu'on a uniquement 4,4 mois dans le bras maintenance, mais aussi on a une amélioration des chiffres sur la survie globale de 41,2 mois pour les patients qui ont eu le traitement loco-ablatif par rapport aux patients qui ont eu uniquement la maintenance.
Alors, ces résultats vont se concrétiser un peu plus loin, même en post-progression. Donc, même après la progression, les patients qui ont eu le traitement loco-ablatif associé au traitement systémique ont gardé une meilleure survie globale et par rapport aux patients qui n'ont pas eu de traitement local. Il faut savoir aussi qu'il y avait dans le délai d'apparition de la récidive, de la première métastase, un délai plus long dans le groupe qui a eu le traitement loco-ablatif. Alors, l'essai suivant, c'est un peu le même design que celui dont je viens de parler, sauf que ce sont des patients qui ont eu uniquement de la radiothérapie avec quelques métastases, vraiment très peu de métastases très peu de nombre de métastases dans la série. Donc, je disais que la différence, c'est que avec l'autre essai, ce sont des patients qui ont eu uniquement de la radiothérapie stéréotaxique. Ils n'ont pas eu de chirurgie, et dans le bras contrôle, il y a eu de la maintenance, et dans la randomisation, on a exclu les patients qui avaient une mutation. Donc, ce sont des patients qui ont eu de la chimiothérapie, mais qui n'étaient pas mutés, et là, on le voit aussi sur le schéma, donc il y a nettement une meilleure médiane de survie pour les patients qui ont eu une radiothérapie stéréotaxique avec la maintenance par rapport à ceux qui ont eu de la maintenance uniquement. Alors, qu'en est-il des patients sous immunothérapie? Donc, avec l'arrivée de l'immunothérapie, et on sait que l'immunothérapie va avoir un effet de mort immunogène pour les cellules. Donc, la question qui se pose, est-ce qu'il n'y aura pas une interaction de la radiothérapie avec l'immunothérapie, et en particulier, est-ce que cette radiothérapie ne pourra pas potentialiser l'effet de l'immunothérapie? Et là, on a cet essai donc, qui a randomisé pembrolizumab uniquement avec pembrolizumab après la radiothérapie. En fait, ce qui est particulier à cet essai, c'est qu'on a randomisé les patients, et ce sont des patients qui avaient deux oligométastases, et dans le premier bras, c'est une seule métastase qui a été irradiée, l'autre métastase n'a pas été irradiée, et dans le deuxième bras, les patients ont eu uniquement de l'immunothérapie. Alors, ce qui était intéressant à voir, c'est que dans le bras qui a eu une radiothérapie stéréotaxique, et même malgré qu'il a été irradié sur un seul site, il y avait une meilleure réponse, et on a une meilleure survie sans progression et une meilleure survie globale par rapport aux patients qui n'ont pas du tout eu de traitement loco-ablatif. Alors, cet essai, c'est le dernier essai que je vous montre. C'est un essai qui a repris un tout petit peu la même idée. Il y avait plein d'autres types cellulaires. Mais là, on a irradié tous les sites métastatiques avec le site primitif. Pardon. Alors, on voit que les courbes ne se distinguent pas vraiment. Donc, il y a une amélioration, mais l'amélioration n'est pas très, très significative chez les patients qui ont eu le traitement loco-ablatif. Alors, dans cet essai, les patients ont eu uniquement du pembrolizumab. Ce n'est pas un essai comparatif. Les auteurs disent qu'on fait quand même mieux que la littérature quand on irradie les patients, mais comme ce n'est pas un essai qui est comparatif, on sait que le traitement loco-ablatif va améliorer les choses, mais pas de façon très, très significative. Alors, il y a d'autres essais de phase 3 qui sont en cours, qui vont nous permettre de voir d'un peu plus près les choses, parce que tout ce qu'on a vu là, ce sont des essais de phase 2. Il y a l'essai Saron, qui est un essai de phase 3, et qui va expérimenter le traitement systémique versus le traitement systémique et la radiothérapie conventionnelle. Il y a le NRG-LU pour la PFS, et il y a d'autres essais qui sont en cours pour l'immunothérapie associée au traitement loco-ablatif. Alors, différents types de traitements loco-ablatifs, comment on va faire le choix? Le choix de cette modalité thérapeutique va dépendre de la localisation tumorale, de l'expertise locale, de l'état général du patient, de la disponibilité des différentes techniques et du choix du patient,
et de la nécessité éventuelle d'une confirmation histologique ou la recherche de biomarqueurs tissulaires. C'est-à-dire que finalement, il ne faut pas se hasarder à parler d'un oligométastatique, il faut être sûr d'abord du diagnostic et bien évaluer la situation pour s'embarquer dans un projet thérapeutique d'un patient oligométastatique. Alors, pour ce qui est de la chirurgie, ça a l'avantage de faire un contrôle histologique, de nous permettre de faire des recherches de biomarqueurs. Ça a le taux le plus faible de récidive locale en cas de résection R0. Pour ce qui est de la chirurgie, dans les séries, c'est plus la tumeur primitive qui est traitée par chirurgie. Alors, les inconvénients de la chirurgie, c'est que la morbidité, certes, peut être limitée, mais quand on a des pneumonectomies, la morbidité peut aussi quand même augmenter. L'atteinte ganglionnaire 1-2, comme je l'ai dit, il ne faut pas se hasarder à parler d'un oligométastatique si le patient est 1-2. La chirurgie, dans tous les cas, doit partir sur un projet minimaliste et l'arrêt prolongé du traitement systémique avec la chirurgie pose parfois un problème parce que au moment où le patient est opéré, on est obligé d'arrêter le traitement systémique. C'est ce qui fait que c'est un inconvénient pour ce genre de patient. Alors, qu'en est-il de la radiothérapie stéréotaxique? L'avantage de la radiothérapie stéréotaxique, c'est qu'elle traite plusieurs lésions distinctes dans le même temps thérapeutique et que le traitement systémique n'est pas interrompu comme le traitement systémique. Quelles sont les limites de cette radiothérapie stéréotaxique? Bon, on peut avoir les organes adjacents qui vont poser un peu problème pour l'irradiation, l'évaluation de la réponse tumorale par la suite sur le plan scanographique et la taille des lésions initialement. Donc, si c'est une taille qui est supérieure à 5 cm, ça sera difficile de prescrire une radiothérapie stéréotaxique. Mais globalement, la toxicité aiguë ou tardive n'est pas très importante. Les techniques de radiologie interventionnelle, ce sont des options qui sont développées en radiologie interventionnelle, la thermoablation par radiofréquence, par micro-ondes, par cryothérapie. Ils sont développés dans le traitement des lésions secondaires, surtout dans le colorectal, donc les métastases hépatiques et les métastases pulmonaires. On n'a pas vraiment de grandes séries dans les essais de CBMPC oligométastatiques. Je ne sais pas, Dr Hantous ici présente, si elle peut nous éclairer un peu plus pour leur série. La localisation et la taille des lésions, l'expérience des différentes équipes, donc il est important d'avoir vraiment de l'expérience pour prescrire et pour faire ce genre de technologie. Et puis, toutes les lésions, cette radiothérapie interventionnelle trouve un intérêt, surtout dans les territoires qui sont déjà irradiés. Alors, quelles sont les modalités du traitement local au cours des années? Donc, comme je l'ai dit, on voit qu'en bleu, c'est surtout la chirurgie qui est utilisée pour le traitement du primitif, utilisée aussi pour le traitement des métastases. Et comme on le voit donc à droite, avec les petits points rouges, une augmentation des indications de la radiothérapie stéréotaxique dans le traitement des métastases. Alors, les sociétés de radiothérapie ont émis des recommandations, donc, où il y a les doses et où il y a les protocoles indiqués pour ces oligométastatiques. Et puis, ce qui est important de voir, donc, comme je l'ai dit, c'est d'essayer d'ores et déjà de mettre le patient en fonction de son éventuel pronostic dans une case éventuellement de groupe à faible risque, de groupe à risque intermédiaire ou de groupe à haut risque. Et on voit dans le groupe à haut risque que ce sont les patients synchrones et les statuts N2 qui sont les patients qui ont le plus mauvais pronostic. Alors, quelle séquence thérapeutique on va envisager? Quels sont les avantages de la première séquence, commencer par le traitement systémique ou par le traitement loco-ablatif? Donc, le traitement systémique préalable suivi par un traitement loco-ablatif va avoir l'avantage de faire une présélection des patients. C'est-à-dire que si un patient est sous traitement systémique, qu'il évolue déjà mal, c'est pas un candidat c'est pas un bon candidat pour parler d'oligométastase. Donc, ça a l'avantage de sélectionner
sélectionner un peu les bons répondeurs et un peu les patients qui vont trop rapidement progresser par la suite. Donc le traitement systémique, quand on va l'aborder en premier temps, il va permettre de contrôler la maladie micrométastatique, il va être efficace sur les localisations existantes et ce sont les séries les plus importantes où on a donc ce genre ce sont les phases de randomisées qui ont le plus travaillé dans ce sens. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients d'un traitement local préalable avant le traitement systémique? Là, je vais dire que c'est une situation exceptionnelle d'urgence. C'est-à-dire que si on est devant un patient qui a une métastase cérébrale, qui peut mettre en jeu son pronostic vital ou qui est vraiment compressif, on est peut-être en droit de commencer par le traitement loco-ablatif. Ça a l'intérêt de réduire la charge tumorale et puis ça a l'intérêt, comme je l'ai montré lors de l'essai où on a irradié une seule métastase, de sensibiliser et d'augmenter les chances de la réponse à l'immunothérapie. Le problème, c'est que ça va, quand on commence par le traitement loco-ablatif, on a tendance à retarder le traitement systémique et ceci pourrait être préjudiciable pour le patient. Alors, pour ce qui est des biomarqueurs, je passe rapidement pour dire que c'est important de rechercher peut-être ces biomarqueurs pour faire la différence entre ces patients. Comme je l'ai dit à la première plaque, c'est un concept qui est un tout petit peu discuté. Pour ceux qui pensent que ce sont des patients qui sont particuliers, alors peut-être que trouver un statut biologique particulier à ce patient pourrait expliquer leur évolution différente des patients qui sont polymétastatiques. Veuillez conclure. Je conclus. Alors, je ne lirai pas tout l'algorithme, je vais juste le résumer. Dès qu'on a une suspicion d'un cancer oligométastatique avec une confirmation histologique, bien sûr, bien faire le bilan d'extension. Si on a moins de 5 métastases, s'il y a urgence à irradier, on va commencer par une irradiation. S'il n'y a pas d'urgence, on va commencer par le traitement systémique. Une fois on a fait le traitement systémique, on évalue et si on est toujours bon candidat à parler d'oligométastase, on peut compléter par le traitement donc loco-ablatif. En conclusion, les données actuelles autorisent le traitement local après un traitement systémique. Donc, pour certains, ça peut modifier l'histoire naturelle de la maladie. Le positionnement de l'immunothérapie continue à poser quelques soucis. Cependant, ce sont les essais de phase 3 randomisés qui vont nous répondre. Et bien sûr, le rôle majeur reste pour les RCP qui vont discuter dans ces situations vraiment au cas par cas, ce genre de patients, quitte à les discuter et à les rediscuter à chaque contrôle. Merci. Vous ne pouvez pas faire plus vite. Merci. Alors, on va se permettre une ou deux questions. Alors, professeur Boussen. Et puis... Merci beaucoup. Moi, j'ai une question très brève. Est-ce que c'est intéressant de biopsier le primitif et la métastase? Est-ce que c'est une recommandation? Et si on les biopsie toutes les deux, comme on le voit dans le sein, est-ce qu'il y a une discordance parfois même en termes de profil génomique ou même de PD-L1? Est-ce qu'il y a eu des études qui ont comparé les deux? Alors, évidemment qu'on a tendance à être uniciste pour le staging, on ne vérifie pas chaque métastase, mais dans le cas particulier d'une métastase unique, et pour prévoir un projet thérapeutique de traitement ablatif pour ces patients, il est recommandé effectivement de vérifier l'histologie. Non pas pour vérifier si c'est le même ou non type histologique, mais pour vérifier si c'est vraiment une métastase. Après, et on le voit dans nos RCP, il arrive qu'un patient et un adénocarcinome d'un côté et que l'imagerie sur le plan scanographique est en faveur d'un autre primitif de l'autre côté. Donc on discute ce genre de patient. Est-ce qu'on est devant un patient qui a une métastase M1 de l'autre côté et qui reste oligométastatique ou est-ce qu'on est devant deux primitifs? Là, ce sont des cas qu'on discute en RCP, mais dans tous les cas, on y va soit pour un traitement ablatif d'un côté et d'un autre ou pour une chirurgie d'un côté et d'un autre. Deuxième question. Juste pas une question, mais juste une réflexion concernant la place de l'ADN circulante. Oui. Donc, pour la maladie oligométastatique et surtout après un traitement dans la stratégie thérapeutique, qu'est-ce que vous en pensez pour la définition de la maladie résiduelle pour les maladies oligométastatiques pour définir ceux ou celles des patients qui bénéficient vraiment d'un traitement loco-régional?
Les biopsies liquides sont indiquées plus pour chercher une recherche de résistance pour les patients qui évoluent après un premier traitement systémique. Après, pour parler d'oligorécidive, c'est plus l'imagerie qui va nous dire s'il y a une oligorécidive ou non. Ce sont des patients qui sont initialement bien contrôlés, qui ont bien répondu, et au bout de 3 mois, il y a apparition de nouvelles lésions. Donc, on n'ira pas chercher dans l'ADN microcirculant pour voir s'il y a une récidive, mais c'est plus une imagerie qui va nous orienter vers une oligorécidive, et ce sont des patients que l'on surveille généralement de très près. La troisième et la dernière question, professeur Lozir. Il y a une notion qui ne ressort pas tellement dans la présentation. Moi, je pense qu'il y a une grande différence entre un oligométastatique a priori opérable, où je dirais localement, il répond à un critère de résécabilité, et l'attitude, c'est une attitude carcinologiquement, on va dire, prétendant être efficace, et les oligométastatiques, où d'emblée on est dans des formes non opérables et c'est limité, c'est pas très étendu. Il y a une grande différence, c'est-à-dire donc. Oui, alors Silozir, je l'avais dit au début de la présentation, pour ce genre de patients, c'est effectivement c'est très contesté, parce que pour certains pensent que ce ne sont pas les mêmes formes, les patients qui ont 1 à 2 et qui restent résécables, et les autres qui ont 4 ou 5 et qui sont peut-être des polymétastatiques cachés et qui vont être avérés quelques mois après. Cependant, dans la littérature, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, ce sont des patients qui sont opérés. Là où on peut opérer, on opère. Et on voit que la barre bleue des patients qui ont été opérés reste importante. Après, bon, on a un meilleur pronostic, je l'ai dit là aussi, quand on a 1 à 2 métastases par rapport à celui qui a 3 à 5 métastases. Mais il n'y a pas vraiment d'essais qui vont montrer chirurgie avec 2 métastases uniquement par rapport à quelqu'un qui a 4 à 5 métastases et qui va avoir un traitement loco-ablatif. Donc ce sont des séries qui sont un peu hétérogènes, mais certainement quand on est dans les très petit nombre de métastases. Là où il y a la chirurgie, on peut y aller, mais si la métastase peut aussi être traitée par radiothérapie stéréotaxique, pourquoi pas? D'autant plus que ce sont des patients qui sont généralement tabagiques, parfois des EFR qui sont limites. Donc les opérer des deux côtés, c'est pas toujours évident. Donc on les opère d'un côté et l'option de la radiothérapie stéréotaxique de l'autre reste quand même une bonne alternative. Donc, pour conclure, une question rapide, en fait, parce qu'on pratique et on voit une augmentation du taux de nouveaux cas du cancer du poumon en Tunisie. En 2018, ça fait de 12% à 15% avec une consommation très importante du tabac. Donc, peut-être, pourquoi pas, je ne sais pas s'il y a déjà une stratégie, je ne dirais pas pour dépistage, mais pour le diagnostic précoce des patients à risque élevé en Tunisie, puisque vous avez déjà une expérience réussie dans les années 70 avec le cancer de col de l'utérus. Je ne sais pas si ça existe déjà, ça pourrait répondre aux défis économiques des traitements chers, les biopsies liquides, etc. Alors, vous parlez du dépistage du cancer, c'est ça? Oui. Diagnostic précoce, est-ce qu'il y a une stratégie? Alors, pour le moment, on est en pleine discussion sur ce plan. Effectivement, donc la STMRA avec l'INEA Santé, on est en train de discuter sur ce plan pour justement démarrer ce diagnostic précoce, discuter avec les radiologues pour le dépistage aussi. Malheureusement, il y a une forte augmentation du tabagisme en Tunisie, des sujets qui sont de plus en plus jeunes. Donc, on essaie d'améliorer les choses en amont. Et on essaie aussi d'améliorer les choses en aval avec les RCP dans toutes les régions. Voilà. Merci, Dr Free. Donc, on clôture cette